Accueillir maintenant Nathalie Arthaud. Bruce est de retour sur l'estrade de cet amphithéâtre de Sciences Po. Valérie. Comment? Elle n'est pas là, je l'ai pas vue. Ah ben... Notre troisième invité, je vous demande de reprendre vos places, s'il vous plaît. Merci de reprendre vos places, de regagner vos places. La matinée continue. C'est une femme qui va nous rejoindre. Elle est candidate de lutte ouvrière. Elle succède d'ailleurs à une autre femme, ce qui est assez rare pour le souligner, Arlette Laguillet, bien sûr. Et elle est avec nous aussi pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, qui sont des questions concrètes dans cette campagne présidentielle. Arlette Laguillet, vous avez raison de le préciser, Bruce, qui a été quand même notre première femme à se présenter aux élections présidentielles en France. Merci d'accueillir Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud. Merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui. Nathalie Arthaud. Vous êtes assise là, absolument. Alors, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté l'invitation du magazine Elle pour ce forum qui voit défiler, vous le savez, les candidats. Je vous laisse vous installer et j'imagine que vous aussi, comme François Hollande qui était à votre place précédemment, ainsi que François Bayrou, vous souhaitez peut-être dire un mot, puisque les circonstances sont évidemment dramatiques ici à Sciences Po. Il y a beaucoup d'émotions, une émotion qui est très palpable d'ailleurs. Est-ce que vous voulez dire un mot à propos de Richard Descoings ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, d'abord. Donc, je pense évidemment aux proches de Richard Descoings et à tous les jeunes à qui il a ouvert effectivement les portes de Sciences Po et pour qui il a donc beaucoup compté. Je tiens à dire toute ma compassion. Et je sais, oui, qu'il a beaucoup compté pour les jeunes des quartiers défavorisés, qui ont eu cet espoir, qui ont senti effectivement qu'ils pouvaient avoir un autre avenir. Et je tiens aussi à dire que je suis moi-même enseignante. Je suis professeure d'économie-gestion en ZEP, au lycée d'Aubervilliers, et j'enseigne à des séries technologiques. Et je suis bien convaincue que dans toute cette jeunesse des quartiers populaires, il y a en réalité la très grande majorité des jeunes qui peuvent faire de grandes choses, qu'il y a une curiosité, un appétit pour le savoir, pour la culture, une envie d'aller de l'avant, de découvrir, très très importante. Et justement, ce que Richard Descoings a fait avec ses filières d'excellence le démontre que quand on met les moyens, que quand on donne effectivement les possibilités à l'éducation de s'intéresser, de faire du sur-mesure, de pousser en avant un certain nombre de jeunes, eh bien effectivement, ils peuvent aller très loin. Et ce qui a été réalisé avec ces filières et avec ces options Sciences Po dans les lycées des zones d'éducation prioritaire, eh bien pour moi, ne fait que renforcer ma révolte du fait que c'est seulement une minorité qui a accès à ce traitement-là. Et que pour la grande majorité, on est bel et bien confronté à un véritable gâchis et à un recul depuis plusieurs années. Ce que l'on voit dans les quartiers populaires, c'est que l'éducation est sacrifiée, et ça commence tout de suite, à l'école maternelle, à l'école primaire, dans ces quartiers des villes populaires de la Seine-Saint-Denis, mais de bien d'autres. Et moi, je me dis que c'est un des aspects qui me révolte et pour lequel j'ai vraiment envie de changer la société, c'est que cette éducation, ce droit à l'éducation et au savoir, soit véritablement un droit pour tous, absolument tous les jeunes de ce pays. Alors, Nathalie Arthaud, avant de répondre aux questions des lectrices, des experts, des responsables d'associations, d'un grand témoin aussi, une phrase que vous avez prononcée
et qui nous a intéressés. Valérie. Alors, la discrimination contre les femmes ne s'exerce pas de la même manière contre Liliane Bettencourt et contre une caissière de supermarché. Alors, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que le féminisme, c'est pour les bourgeoises ? Est-ce que les féministes sont à côté de la plaque ? Non, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, l'émancipation des femmes ne se mesure pas au nombre de femmes milliardaires ou au nombre de femmes PDG, ni même au nombre d'administratrices du CAC 40, ni même au nombre de ministres. Pour moi, l'émancipation des femmes se mesure à la vie quotidienne des femmes populaires, des femmes des quartiers populaires, à leur capacité effectivement à être indépendantes, c'est-à-dire à avoir un emploi, à avoir un salaire qui permette de vivre, la capacité à ne pas être prisonnière du fait que, elle doit s'occuper des enfants, gérer le foyer. Donc voilà, pour moi, effectivement, l'émancipation des femmes, c'est d'abord les femmes travailleuses. Je comprends bien, mais alors par exemple, quand il y a cette fameuse loi Copé-Zimmermann qui donne 40% de quotas dans les conseils d'administration réservés aux femmes, vous, ça vous fait pas plaisir ? En fait, c'est pas votre problème ? Vous n'êtes pas pour ? Ce n'est pas mon problème. Vous ne trouvez pas que c'est un progrès ? Je dois avouer que ce n'est pas spécialement mon problème. Ça peut être un symbole. Et la réalité, c'est que moi, les conseils d'administration, si vous voulez, de ces grands groupes, je les voudrais complètement différents. Je pense que le plus important, ce serait que ces conseils d'administration des grands groupes soient en fait la représentation à la fois des travailleurs de ces groupes, des consommateurs et de l'ensemble de la population. Moi, je conteste y compris que ceux qui dominent dans ces conseils d'administration soient ceux qui ne se sont donnés que le mal d'apporter les capitaux. On n'a pas besoin de symboles, Nathalie Arthaud, pour faire avancer la société. Vous savez, des symboles, ça ne suffit pas, les symboles. Ça ne suffit pas, les symboles, et j'espère que l'ambition de tous ceux qui combattent pour le droit des femmes va au-delà de quelques symboles. Toutes les sociétés, mais vous savez, même les plus réactionnaires sont capables de quelques symboles. Donc, non. Mais alors, j'ai envie de vous poser une question un peu sur votre analyse historique des choses. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une discrimination tout court et que la discrimination de genre, pour vous, au regard de l'histoire, n'existe pas ? Ou est-ce que vous ne pensez pas, comme beaucoup, qu'il y a une double discrimination et une double peine pour les femmes ? C'est-à-dire qu'elles ont la discrimination sociale, mais elles ont en plus la discrimination de genre, ce qui fait qu'il est important aussi d'avoir des mesures symboliques par rapport à cette discrimination de genre. Donc moi, je crois qu'effectivement, la domination et les inégalités entre les hommes et les femmes prennent leur source dans cette société d'exploitation, y compris les salaires très bas des femmes s'explique aussi, ont en regard les salaires très bas des hommes, et que c'est une politique effectivement du patronat de se saisir de toutes les différences, des préjugés qui existent dans la société machiste, misogyne, pour pouvoir écraser davantage certains travailleurs. Pour moi, cette discrimination, elle est effectivement fondamentalement liée et basée sur le fait qu'on est dans une société d'exploitation, et cette discrimination-là, moi je la constate évidemment, parmi les exploités, oui, les femmes sont les plus exploitées des exploités. Et quand on est femme d'origine maghrébine, jeune, on est encore plus. Alors voilà, oui, on est dans une société qui se nourrit comme ça de discrimination, parce que fondamentalement, elle est basée sur des rapports inégalitaires, des rapports de domination, des rapports d'exploitation. Donc moi, je crois que tant qu'on ne combattra pas cette origine du mal, c'est-à-dire l'exploitation, c'est-à-dire que certains hommes puissent décider de la vie d'autres et de la vie d'autres femmes, on n'arrivera pas à éradiquer ces discriminations. Alors nous allons passer à la question du grand témoin. Chaque candidat est interrogé par un grand témoin. Et pour vous, c'est Maude Fontenoy, la célèbre navigatrice, qui a une question à vous poser. Bonjour à tous. Alors, chers candidats, il y a eu de très belles avancées avec le Grenelle de l'environnement et le Grenelle de la mer. Que comptez-vous faire si vous êtes élu pour poursuivre ? Quelles seraient vos premières mesures dans ce domaine ? Oui, tiens, l'écologie, est-ce que c'est une préoccupation pour vous ? Est-ce que c'est un sujet ? Bien sûr que c'est un sujet, c'est évident. C'est évident, et en même temps, de la même façon, je ne le traite pas de façon
annexe ou séparée du reste. La réalité, c'est que la protection de l'environnement, des mers, des océans, de l'air, cette protection-là, elle est liée à la maîtrise que nous avons de notre activité. De notre activité économique, de notre activité productrice. Elle est liée à la maîtrise que nous avons sur les grands moyens de production. Elle est liée au fait que nous puissions dire notre mot sur ce que fait Total en mer du Nord, par exemple. Le laisserons-nous continuer d'aller explorer toujours plus en profondeur pour effectivement en tirer du gaz, du pétrole. Tout ça, pour nous, ce sont des questions qui devraient être des questions collectives, des questions discutées de façon démocratique et pas laissées justement à la décision de quelques-uns, au pouvoir de quelques-uns, en vertu du fait, encore une fois, que c'est eux qui ont apporté les capitaux. Voilà. Tout ça, pour nous, les marées noires sont récurrentes, et on sait l'origine de ces marées noires, et on sait l'origine de cette pollution. C'est à chaque fois une course pour faire des économies, une course pour la rentabilité. Alors, on est prêt, y compris à transporter le pétrole dans avec des moyens qui ne sont pas adaptés. Alors voilà, tout ça pour l'empêcher, pour le contrebalancer, nous pensons qu'il faut absolument que la société, la population, les travailleurs eux-mêmes maîtrisent les décisions dans ces grands groupes et enfin fassent passer non pas l'intérêt de quelques-uns en avant, mais imposent que ce soit l'intérêt collectif, et l'intérêt collectif va évidemment dans le fait de respecter l'environnement. Mais par exemple, le nucléaire, il y a des questions de société aussi, de fond. Est-ce qu'on a envie d'une société où on continue à produire du nucléaire ? Vous, à partir du moment où on est sur des sites industriels qui sont aussi pourvoyeurs d'emplois, votre obsession bien légitime étant le maintien de l'emploi, est-ce que vous pensez qu'il faut à tout prix maintenir ces sites ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réouvrir, par exemple, comme certains le proposent, les mines à charbon, parce que ça ferait de l'emploi, même si ça fait plus de dégâts au niveau de l'écologie, voilà. Attendez, notre obsession, c'est l'emploi. Vous avez raison de le dire, et légitime, j'ai dit. Effectivement, c'est l'emploi, et si vous voulez, c'est un des aspects que je trouve complètement aberrant dans cette société, de voir à la fois des besoins qui ne sont pas satisfaits, en termes, par exemple, de construction de logements, ou quand on voit qu'on est effectivement rationné, quand on est enseignant, qu'il n'y a pas assez d'enseignants, justement. Donc il y a à la fois des besoins qui ne sont pas satisfaits et qu'à la fois, il y a 4,5 millions de personnes qui sont au chômage. Là, effectivement, pour moi, c'est non seulement une obsession, mais c'est un des aspects qui montre qu'on est dans une économie complètement folle qui marche sur la tête. À la fois condamné à l'inactivité des millions de personnes, alors qu'il y aurait bien des choses à leur faire. Donc oui, moi, ce combat-là, c'est remettre la société sur ses pieds. Alors après, si vous voulez, il ne s'agit pas de donner de l'emploi pour donner de l'emploi, il s'agit de faire des choses utiles, évidemment. Et vous savez, moi j'ai entendu dire, mais vous, lutte ouvrière, vous dénoncez l'industrie d'armement. Mais ça fait de l'emploi, l'industrie de l'armement. Écoutez, moi je suis convaincue que les travailleurs de Dassault, que les ingénieurs de Dassault, ils peuvent faire autre chose que de construire des armes de mort. Voilà. Donc moi je suis convaincue qu'on doit effectivement créer des emplois. Il y a de quoi en créer dans les services publics, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les hôpitaux, dans les transports, dans la construction aussi. De logements, d'équipements publics, il y aurait bien de quoi faire, et que c'est pas de façon aveugle qu'il faut créer des emplois en faisant faire tout et n'importe quoi. Alors, donc non, le nucléaire, c'est autre. Nous réfléchissons autrement là-dessus. Non, aujourd'hui, nous, ce que nous craignons par rapport au nucléaire, c'est que justement, ils sont en réalité, le nucléaire, cette technologie-là, elle est contrôlée par des entreprises qui veulent d'abord et avant tout fabriquer du profit, voilà, et dont on sait très bien qu'elles mettent, y compris la sécurité de la population, de leurs propres travailleurs, au second plan. Et c'est bien ça qui nous inquiète. Et si nous pensons qu'il y a quelque chose d'urgent à faire sur le nucléaire, c'est évidemment que tout ça soit mis dans un service public et de façon à ce qu'on puisse le contrôler réellement. Je vous coupe parce qu'il y a beaucoup de questions, et notamment des questions dans le public. Valérie. Alors, il y a une question de Marie-Françoise Bellamy, qui est directrice de la crèche Bourdaria à Saint-Ouen, et qui va vous poser une question et vous parler un peu de son expérience très originale.
Donc bonjour, donc j'assume la direction d'une crèche départementale en Seine-Saint-Denis où nous avons mis en place une pédagogie égalitaire à l'égard de la déconstruction des stéréotypes filles-garçons. Donc notre équipe est mixte et nous travaillons donc sur des registres où les garçons et les filles donc changent d'activité. Les garçons peuvent jouer et jouent à la poupée avec un éducateur homme éventuellement, et les filles peuvent bricolent. Et donc ma question, c'est comment envisagez-vous une culture de l'égalité, notamment égalité filles-garçons, dès la toute petite enfance, à la crèche ou à l'école? Voilà. Est-ce que ça se joue là, d'après vous? Est-ce que ça se joue dès la petite enfance? Les stéréotypes, les mentalités? Je rappelle qu'on a fait dans Elle un sondage réalisé par Mediapris pour le laboratoire de l'égalité et Elle. 84% des sondés reconnaissent véhiculer malgré eux des stéréotypes sexistes. Alors, 58% des hommes pensent que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. C'est un grand classique. Un homme sur 3 pense qu'à la naissance, le cerveau d'un garçon et le cerveau d'une fille sont différents. Mais 54% des femmes pensent qu'un homme n'est pas multitâche. Donc, chacun ses stéréotypes. Comment vous pensez? Alors, on rigole souvent. Mais mine de rien, ce sont des questions extrêmement sérieuses. C'est-à-dire la construction des stéréotypes, ça commence très tôt. Ça commence très tôt. Et comment on les combat? Qu'est-ce que vous pensez de... Ça commence très tôt et vous savez, il y a un stéréotype dont on n'est pas non plus indemne. C'est le stéréotype de se dire que dans la société, il y a toujours eu des riches, des pauvres. Que dans cette société, voilà, c'est normal que le profit, ça soit notre guide, à nous tous. Il y a aussi des stéréotypes comme ça dont on n'est pas indemne. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, on est dans une société où il y a beaucoup de conformisme, où on véhicule, oui, je crois, les préjugés de la société. Et je salue évidemment l'expérience qui est faite. Et moi, je suis convaincue que lutter contre ces stéréotypes, c'est justement, ça émane en réalité de toutes ces initiatives-là, que ce soit dans les écoles, dans les crèches. Et je suis même convaincue, je pense, que la population, les travailleurs, finalement, en véhiculent moins, qu'y compris notre élite. Et que notre élite politique. Et je crois que... Vous êtes victime de machisme? Personnellement, dans mon parti Lutte ouvrière, vous savez, c'est plutôt les femmes qui sont au pouvoir. Donc, on a du mal à savoir ce qui se passe au sein de Lutte ouvrière, parce que c'est pas le parti le plus Parce que, monsieur Toussaint, vous ne vous intéressez pas suffisamment à nous. Ah, sûrement. Mais ça doit être ça, oui. je vous promets que vous aurez une invitation personnelle pour nos prochaines réunions publiques et toutes nos fêtes et nos banquets. Vous aurez l'occasion de faire connaissance... Bon ben Bruce... Ce qui ne vous fait pas répondre à la question, qui était, êtes-vous victime de machisme? Non, je ne suis pas victime de machisme, moi. Et dans la campagne? Comment dire? Si, mais écoutez, moi, je n'y échappe comme personne, vous savez. Moi, j'ai choisi effectivement, par exemple, l'union libre. C'est une conviction. Je sais que ça a beaucoup dérouté mes parents et j'ai pas été, exemple de pression de la part effectivement de mon environnement, de mon entourage familial, qui s'inquiétait beaucoup quand même de savoir comment j'allais faire dans la vie si j'étais pas mariée, si je devais me débrouiller toute seule, gagner ma vie comme ça. Bon, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Dans mon entourage, il y a encore des interrogations. Donc évidemment, je subis, mais comme tous, je crois ici, des pressions sociales. Je dois avouer que dans mon parti, de ce point de vue-là, il y en a évidemment beaucoup moins, parce que c'est notre politique. On a toute une politique, effectivement, pour contrebalancer ces pressions-là. Et vous savez, ça veut dire quand que même, c'est pas un hasard si c'est une femme qui a été choisie pour succéder à Arlette Laguillet. C'est absolument pas un hasard. C'est un choix effectivement volontariste que nous avons fait. De dire, cette première démonstration qui avait été faite en 1974, de présenter la première femme à l'élection présidentielle et de montrer qu'il y avait un parti qui disait, oui, une femme peut être responsable, peut être porte-parole, peut être notre porte-drapeau, et que nous faisons confiance, nous en remettons dans les femmes pour tenir ce genre de responsabilité. Pour nous, ça a été une démonstration très importante. Ça a été de dire, on s'applique à nous-mêmes les principes que nous défendons, et nous tenions encore
2012, ce qui peut paraître effectivement curieux, mais je crois bien réel. Nous tenions encore à refaire cette démonstration parce que voilà, nous sommes conscients que ce combat-là est loin d'être gagné, et que la réalité, c'est qu'il faut à chaque fois, et nous, c'est un choix qu'on fait conscient, à chaque fois, à responsabilité, à investissement, à engagement, à compétences égales, nous donnons la primeur aux femmes. C'est systématique, et c'est un choix absolument volontariste. La place des femmes en politique, pour que vous savez qu'on a un score de 18% de femmes députées qui est très très scandaleux, voilà. Oui, puis j'ai cru comprendre qu'il ne risquait pas de s'améliorer. Écoutez, oui, on verra. Est-ce que concrètement vous voulez lutter pour la présence des femmes dans la vie politique, de quelle manière ? Écoutez, nous, c'est vrai que nous n'avons pas eu besoin de loi sur la parité pour nous l'appliquer à nous-mêmes. Et ce que je constate, c'est qu'y compris ces lois sur la parité, d'abord, on peut les détourner de 1001 manières. Il y a 1001 subterfuges pour finalement détourner ces lois. Et puis tout simplement, on peut s'en exonérer simplement en payant des pénalités. Donc moi, je serais pour effectivement que la loi soit plus contraignante. Par exemple, qu'on invalide les listes sur lesquelles il n'y aurait pas effectivement de parité. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas ? Voilà une mesure radicale qui forcerait effectivement les partis à se mettre face à leurs paroles et à appliquer en acte ce qu'ils professent à longueur d'année. Voilà, invalider tout simplement. Mais vous savez, les lois en faveur effectivement des opprimés, de ceux qui sont discriminés, elles sont et des exploités et des plus pauvres. Vous savez, c'est pas le nombre de lois qui manque. La réalité, c'est que ce sont ces lois-là qui ne sont jamais appliquées. Ces lois-là. Vous pensez aux inégalités salariales aussi ? Mais bien sûr, il y en a eu combien ? 5, 6, 7 7, oui, plus que 7. Plus que 7 lois, vous vous rendez compte ? Quelles sanctions seraient, à votre avis, efficaces dans l'entreprise pour Justement, la réalité, c'est que les lois, mais vous savez, c'est comme le droit du travail. Le droit du travail, dans énormément d'entreprises, il n'est pas respecté. Parfois même, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Pourtant, c'est une loi. Alors, comment faut-il faire ? Eh bien, il faut imposer le respect de la loi. Et moi, je pense qu'au-delà de la loi, ça passe évidemment par la mobilisation des travailleurs eux-mêmes, par les pressions syndicales, par leur... Alors justement, est-ce que les syndicats font vraiment leur travail, les syndicats, par rapport à cette question des inégalités salariales hommes-femmes ? Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément le terrain sur lequel ils vont le plus facilement et le plus violemment. Écoutez, moi je tiens à dire que les syndicats, c'est nous tous, enfin tous ceux qui veulent prendre parti, tous ceux qui veulent se défendre, tous ceux qui veulent s'organiser et se mobiliser. Moi j'ai des choses à critiquer et à redire de la politique des directions syndicales, des confédérations syndicales, certes, mais en même temps je suis consciente que les syndicats, c'est nous. Et que si nous avons des choses à critiquer ou à changer dans les syndicats, eh bien il faut que nous investissions les syndicats et que nous nous battions pour que les syndicats soient le reflet de ce qu'on veut qu'ils soient, de ce qu'on veut qu'ils défendent. Donc voilà, et je crois que dans les entreprises, effectivement, imposer le respect de la loi, imposer le respect de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, imposer mais voilà, nos droits au quotidien, ça veut dire toujours se battre. Toujours se battre, il faut être conscient de ça. Vous savez, voilà, c'est pas parce qu'il y a une loi que les opprimés, que les exploités sont protégés, ça c'est pas vrai. C'est un combat quotidien. Il faut se battre et les sanctions contre l'entreprise, ça pourrait être quoi, par exemple, concrètement ? Ah mais là, oui, des sanctions, pourquoi pas supprimer les exonérations qu'ils touchent, pourquoi pas, il pourrait y avoir toute une série de sanctions, mais le problème c'est même pas tellement de les sanctionner, c'est de faire appliquer réellement les choses. Mais c'est bien par la sanction peut-être qu'on fera appliquer. Oui, écoutez, et pourquoi pas la prison ? Celle-là, on ne nous l'avait jamais sortie. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, oui, mais moi, vous comprenez ? C'est-à-dire que le dirigeant d'une entreprise... on ne vous l'avait jamais sortie. Vous voyez, ça, c'est aussi peut-être un petit conformisme de votre part, parce qu'il y a des jeunes et des gens qui se retrouvent en prison pour beaucoup moins que ça. Donc vous seriez pour qu'on Parce que moi, j'appelle ça du vol, j'appelle ça effectivement un délit, et moi je pense que malheureusement, ces criminels et ces délinquants, eh bien ils ne sont jamais condamnés à la juste mesure. Vous comprenez,
ils ont le droit de tout faire. Ils ont le droit de s'asseoir sur les lois. Moi, je suis choquée, y compris quand je vois la loi Dallot qui est piétinée. Alors, on nous dit, voilà, on va mettre en place une loi Dallot, tout le monde va avoir un logement. Qu'est-ce que c'est ? C'est des mots qui sont, voilà, écrits, et c'est des articles de loi qui ne sont pas la réalité. Et des familles encore qui continuent d'errer de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel si elles ne sont pas à la rue. C'est la loi SRU que certains responsables politiques se permettent de piétiner aussi. Cette loi qui les impose de construire des constructions de logements sociaux. Alors voilà, moi tout ça, je pense qu'effectivement, des gens qui ne respectent pas la loi, eh bien, doivent être sanctionnés durement s'ils s'enferment à ne pas... C'est des récidivistes. C'est des récidivistes. Alors, Nathalie Arthaud, autre question. Ce sera une question vidéo cette fois. Valérie, d'une association. Stéphania Parigi, directrice du SAMU Social. SAMU Social de Paris est un groupement d'intérêt public qui gère un certain nombre de missions de service public, dont l'hébergement de femmes en très grande difficulté. Aujourd'hui, nous accueillons 52 de ces femmes tous les jours, très précarisées, très fragilisées, en mauvais état de santé, dans un centre d'hébergement d'urgence pour lequel, au-delà du 31 mai, nous n'avons pas de solution à apporter. Ou en tout cas, nous ne sommes pas certains de pouvoir le maintenir en activité. Ma question est simple. On est tous d'accord pour appliquer le droit au logement pour tous. On est tous d'accord pour appliquer le droit à l'hébergement pour tous, puisque le contexte réglementaire nous y oblige, nous gestionnaires, mais également vous politiques. Qu'est-ce que demain vous préconiserez pour que nous ne soyons plus en mesure tous les jours de dire non à 200, 250 personnes, hommes, femmes, voire même parfois enfants, qui se retrouvent à la rue et sans possibilité de prise en charge? Je voudrais juste rappeler qu'à Paris, on compte 5000 SDF, dont 37% de femmes, que Nicolas Sarkozy, en 2006, avait annoncé plus de SDF d'ici 2 ans. On en est très, très loin. Oui, effectivement. Il avait annoncé 0 SDF. Il avait annoncé une France de propriétaires, 5% de taux de chômage. Lionel Jospin aussi, en 2002, avait dit oui, pas de SDF. Oui, encore aujourd'hui, beaucoup ont leur liste de promesses, leurs programmes électoraux, voilà. Alors même que d'autres ont déjà un programme qu'ils réaliseront. Fermeture d'usines, Aulnay-sous-Bois. Il y a des ouvrières aussi qui vont peut-être se retrouver privées d'emploi. Dans plein d'entreprises ont d'ores et déjà prévu des plans de suppression d'emplois, de renvoyer les intérimaires, les jeunes qui se retrouveront dehors, y compris chez les femmes. On voit aussi de plus en plus des retraités, femmes, qui n'arrivent plus à se loger. Grande précarité. Qui sont en grande précarité. Donc oui, bien sûr, il y a toujours les déclarations d'intention. Et après, la volonté politique pour faire respecter dans la réalité le droit à chacun, je crois quand même d'avoir un emploi, je crois que c'est le premier droit essentiel, et c'est le seul véritable droit en fait, d'ailleurs qu'on a dans cette société quand on est exploité, quand on est de ce côté-là de la barrière. Le droit à avoir un emploi, le droit à avoir un salaire digne, le droit à avoir un toit sur sa tête, tout ça, ce sont des droits qu'il faut imposer dans la réalité. Et je parle bien d'imposer parce que justement, ce qu'on voit, c'est que c'est des rapports de force, tout ça. La réalité, c'est que c'est des rapports de force. Parce que ceux qui décident d'embaucher, ceux qui décident de licencier, eh bien, il ne faut pas les laisser libres de faire leur carnage actuel. Ceux qui décident de construire ou pas, c'est pareil, on va attendre combien d'années que Bouygues, Vinci, Eiffage s'intéressent à la construction de logements sociaux? Si on attend leur bonne volonté, on risque d'attendre encore pas mal de temps. Donc là, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Et il faut un service de construction de logements sociaux, un service public de construction de logements sociaux. Un service public, c'est-à-dire que l'État embauche lui-même les maçons, les peintres, les architectes, et qui se donne les moyens de les construire, ces logements sociaux, de construire ces foyers d'hébergement dont les femmes ont besoin quand elles doivent fuir le domicile conjugal parce qu'elles sont soumises à des violences. Il faut qu'on construise effectivement ces crèches, il faut qu'on construise ces équipements publics, il faut qu'on construise tout cela. Mais les caisses sont vides. Et voilà, les caisses sont vides. Alors, vous voyez, tous ceux qui vous expliquent que les caisses sont vides et qui vous promettent ensuite qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, eh bien, ils vous mentent. Et moi, je vous dis que les caisses ne sont pas vides. Voilà. 86% d'endettement. Moi, je vous dis que les caisses ne sont pas vides parce que si les caisses publiques sont vides, c'est qu'il y a eu des vases communicants. Et que si les caisses publiques sont vides, c'est aussi parce que les caisses de quelques-uns et les caisses patronales sont pleines, archi pleines.
Je tiens quand même à rappeler qu'il y a encore des profits qui sont flamboyants, annoncés en pleine période de crise, c'est 73 milliards. Mais surtout à dire que toutes ces entreprises qui annoncent des milliards de profits dorment également sur des montagnes de cash. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas un journal d'extrême gauche, c'est les Échos qui le disent. Une montagne de cash. Ils ont des milliards, en veux-tu et en voilà. Donc ces caisses-là, elles ne sont pas vides. Elles ne sont pas vides. Et moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, le travail de tous, qui produit des richesses, et de plus en plus, on est de plus en plus efficace, productif, tout ça, ça s'accumule. Il est capable en réalité de produire beaucoup de richesses. Et pourquoi ces richesses, à un moment donné, elles ne reviennent pas à l'ensemble de la population? Et pourquoi doit-on toujours être confronté à ce discours que les caisses sont vides, on n'a plus d'argent pour... Écoutez, vous savez, j'ai parlé de l'industrie de l'armement de Dassault. On trouve 40 milliards le programme du Rafale. Et on va nous dire que les caisses sont vides pour qu'il y ait effectivement des foyers pour les femmes qui subissent les violences, les caisses sont vides pour qu'il y ait la construction de crèches qui fonctionnent le temps qu'il faut. Non, les caisses ne sont pas vides, tout ça, ce sont des choix politiques. Alors, vous avez évoqué brièvement le problème des retraites. On va en parler tout de suite avec Madame Brigitte Duvaux, qui est une lectrice et qui est avec nous aujourd'hui pour vous poser une question sur ce sujet. Hôtesse de l'air, et qui vous interpelle directement, Nathalie Arthaud. On vous écoute. Oui. Bonjour madame. Je suis hôtesse de l'air, mais bientôt à la retraite. J'ai 58 ans et j'ai 3 enfants. La réforme des retraites prévoit que les indemnités de congé maternité seront prises en compte à partir de janvier 2012, non plus dans la validation, mais également dans le calcul des pensions. Mais cette mesure n'est pas rétroactive. Et comme pour les femmes de ma génération et celles des générations 60, nées en 60 et 70, je vais me retrouver pénalisée par ma maternité dans le calcul des indemnités retraite. Et plus généralement, si on ajoute à cela l'inégalité des salaires, les temps partiels subis par de nombreuses femmes, comme dans le cas de mon métier, si on veut concilier éducation des enfants, vie professionnelle et fatigue professionnelle, la différence entre les pensions de retraite des hommes et des femmes peut aller jusqu'à 40%. Pourquoi ne pas rendre cette mesure rétroactive, ce qui tendrait à atténuer un petit peu dès maintenant cette inégalité? Et qu'en est-il de la reconnaissance de la pénibilité dans le cas de mon métier, qui n'est sûrement pas le plus pénible des métiers, puisque c'est un métier que je fais avec beaucoup de plaisir encore maintenant. Je travaille en horaire décalé, de nuit, debout, le plus souvent en décalage horaire et en atmosphère pressurisée depuis 34 ans. Merci beaucoup pour votre question. Alors moi, je suis bien sûr pour la rétroactivité et pour que les droits, évidemment, soient pris en compte. Je suis bien sûr pour ça, mais je suis en fait même pour revenir, en fait, sur tous les reculs qui ont été imposés ces dernières années. Bien sûr, la réforme Sarkozy, qui a quand même consisté à voler 2 ans de retraite aux travailleurs et qui touche de plein fouet les femmes, mais revenir y compris sur les reculs précédents. Moi, je suis aussi pour revenir sur les réformes Balladur de 93, qui ont abandonné les 37 annuités et demie. Voilà. Moi, je suis pour qu'on revienne effectivement à la retraite à 60 ans et aux 37 annuités et demie de cotisation pour tous. Voilà. Je me demande comment on peut accepter qu'en 2012, on soit incapable d'offrir des conditions de départ à la retraite, les conditions de départ à la retraite qu'on offrait aux travailleurs il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est quelque chose qui m'échappe. Alors que la société, elle a avancé, elle s'est enrichie, alors que la productivité a grandi. Comment peut-on accepter d'avoir à reculer sur la retraite, sur la santé aussi, parce qu'on recule aussi sur la santé, sur l'éducation? Il y a quelque chose là qui ne va pas. On est dans une société complètement folle où plus on produit de richesse et plus on avance, plus la société avance, plus c'est réservé à une minorité, et plus le lot pour la grande majorité auquel on nous condamne, c'est de reculer. Donc nous, on ne peut pas l'accepter, ça. On ne peut pas l'accepter. Nous sommes convaincus que oui, on devrait payer des retraites à 60 ans au bout de 37 annuités et demie, et même plus que ça. Même plus que ça. On pense qu'il faudrait... La réalité, c'est qu'il faudrait partir avec le même
avec le même salaire. On ne voit pas pourquoi, y compris à la retraite, on devrait voir son pouvoir d'achat chuter. Parce qu'on continue de payer son loyer, ses factures, de vivre. La vie continue. Pourquoi, une fois qu'on est à la retraite, se retrouver pauvre ? Eh bien, là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. Et encore une fois, ça a fait partie des aberrations, mais voilà, qu'on nous a mis dans la tête comme quelque chose de nécessaire, d'incontournable. Nous, on continue de dénoncer tout ça. Il nous reste environ 5 minutes. Je voudrais qu'on donne la parole aux étudiants de Sciences Po, qui sont ici chez eux, évidemment. Alors, une question de Sciences Po, c'est une question sur les crèches. Justine, qui va... Justine Jankowski qui va... Voilà, j'avais pas votre nom, je suis désolé. Bonjour Madame Artaud. Donc ma question porte sur le problème des crèches. Vous proposez d'ouvrir massivement des crèches pour accueillir les 300 à 400 enfants qui sont en attente de place. C'est une question qui semble dépasser la gauche et la droite, puisque Pierre Messmer, déjà en 1973, avait proposé une ouverture de 2000 crèches. Ma question est la suivante. Pourquoi rien n'a-t-il été fait depuis toutes ces années ? Alors, je crois qu'une place en crèche, alors ça doit dépendre des communes, mais moi je suis conseillère municipale à Vaux-en-Velin. Une place en crèche, ça coûte à la commune 14 000 € par an. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la raison. La raison, c'est qu'une place en crèche, ça coûte tant. Voilà. Et l'argent, on ne veut pas le mettre là, tout simplement. C'est des choix, encore une fois. L'argent, on le trouve pour bien d'autres choses. Mais à chaque fois qu'il s'agit effectivement... et on le trouve pour bien d'autres choses où on ne nous dit pas que c'est un coût. On nous dit que non, ça c'est pour notre bien, c'est pour aller de l'avant. Mais voilà, quand on parle de crèche, quand on parle d'éducation, quand on parle de santé, c'est toujours un coût. Voilà. Alors nous pensons qu'il faut inverser ça. Et il faut effectivement que l'argent public, au lieu d'aller inonder les banquiers, au lieu d'aller inonder ces grands groupes industriels qui sont quand même riches à milliards, on leur fait des cadeaux. Alors on nous explique tout ça, c'est pas des coûts, c'est de l'investissement. Là par contre, c'est toujours des dépenses utiles. Nous disons que cet argent-là, il faut arrêter de piller les caisses de l'État pour que cet argent aille enrichir encore les plus fortunés, et qu'il faut utiliser évidemment cet argent-là pour créer des places de crèche, y compris s'il n'y a pas de place de crèche, on pourra parler des heures et des heures sur la condition féminine, on n'avancera pas d'un iota. Parce que, évidemment, les enfants, s'occuper des enfants, les prendre en charge, c'est l'obstacle pour bien des femmes, pour retrouver un emploi, même pour chercher un emploi. Et puis, quand on a un emploi, pour pouvoir mener les deux de front. Donc, effectivement, ça me paraît être aussi une priorité, absolument. Nathalie Artaud, il nous reste vraiment très peu de temps. On a encore plusieurs questions à vous poser. Je vous demande de répondre le plus rapidement possible. C'est un pour ou contre. Allons-y. Valérie. Alors, pour ou contre la création d'un ministère des droits de la femme ? Vous savez, alors là, par contre, ça me fait un peu penser, vous savez, à ces histoires de commission. Quand il y a un problème qu'on veut mettre sous le tapis, on crée une commission. Je me dis que ça pourrait ressembler à ça dans les circonstances actuelles. Donc, moi, je crois pas d'illusion sur un... Parce que ça, ils peuvent faire. Un ministère, des lois, ils peuvent faire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais faire respecter tout ça, faire que dans la réalité, il y ait les moyens concrets, tout de suite, ça pose beaucoup plus de problèmes. Alors moi, attention, rentrer dans toutes ces hypocrisies-là, c'est... Pour ou contre le préservatif gratuit pour les mineurs ? Évidemment, pour. Pour ou contre ? Là, je suis sans voix. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? En tout cas, ça n'existe pas. Peut-être qu'il y en a qui sont contre, parce que malheureusement, y compris sur ce terrain-là, de la pudibonderie, malheureusement, on recule aussi. Alors, d'ailleurs, malheureusement, c'est aussi, c'est souvent dramatique. Ça se traduit aussi par des vies, par des situations dramatiques pour les jeunes, effectivement. Et c'est aussi quand même quelque chose de grave. Pour ou contre le mariage homosexuel ? Je suis pour la liberté de ceux qui veulent se marier, qui se marient, qu'ils soient hétéros, qu'ils soient homosexuels. Et par ailleurs, je suis aussi pour l'union libre, qu'on ne soit pas obligé de se marier. Ça, on avait compris. Oui, mais je tiens à le rappeler. L'adoption aussi par un couple homosexuel ? Oui, je suis pour. Je suis pour l'adoption parce que je crois que ce qui compte pour les enfants, c'est d'être
d'être entourées de gens qui les aiment. Voilà, qui ont choisi, et de gens qui les aiment. Voilà, c'est confier les enfants au cœur aimant. Voilà, c'est Bertolt Brecht. Pour ou contre l'allocation familiale au premier enfant? Pour, bien sûr, pour. Il est bel et bien là, l'enfant. Hein. Il est né. Hein. Bon, il compte. Voilà, donc évidemment, pour. 3 questions pour terminer. Avant les 2 questions finales, juste, est-ce que vous y avez déjà répondu d'une certaine façon? Vous avez le sentiment que la France est un pays macho? Oh, je ne sais pas plus ni moins que voilà, j'ai pas de stéréotypes, moi. Voilà, en même temps, ça ne nous console pas que ce soit pas plus ni moins que d'autres. Oui, non, en plus, voilà, ça ne nous console pas. Non, je crois qu'il y a un combat à mener, voilà, mais encore une fois, qui est lié en fait aux combats sociaux qu'on a menés tous ensemble. Quelle serait votre première mesure pour les femmes si vous étiez élue présidente de la République? Eh bien, c'est l'interdiction des licenciements et l'embauche massive. Voilà, de façon à ce que les femmes aient accès et le droit à un emploi. Voilà, tout, à mon avis, commence par ça. Dernière question. À quelle femme penserez-vous au moment de l'élection si vous êtes élue présidente de la République? Alors là, écoutez, justement en politique, quand les travailleurs se battent, ce qu'on voit, c'est que eux, d'emblée, ils laissent la place aux femmes qui veulent se battre, qui se mettent en avant. Moi, je pense, de ce point de vue-là, voilà, les travailleurs, ils sont plus démocrates, ils sont moins empreints de préjugés. Moi, je pense à toutes ces femmes, Olympe de Gouges, je pense à Rosa Luxembourg, à Louise Michel, à Clara Zetkin, à toutes ces femmes révolutionnaires qui se sont battues à la fois pour le droit des femmes et qui étaient conscientes que pour le droit des femmes et pour aller de l'avant, il faudrait complètement changer la société. Voilà, toutes ces femmes révolutionnaires qui étaient conscientes que finalement l'émancipation des femmes, ça passerait par la transformation profonde de toute la société. Merci à Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud. Bon, merci. Pardon ? Que les femmes osent beaucoup.